Il y a quelque chose dans l'obscurité qui nous attire. Pas l'obscurité qu'on connaît, celle d'une chambre sans lumière, d'une nuit sans lune, non. Je parle de l'autre obscurité. Celle où même les étoiles disparaissent. Celle où il n'existe plus aucun repère, aucun son, aucun signe que tu as déjà existé. Et dans cette obscurité, là, une machine construite par des humains continue de voler seule depuis 47 ans, sans jamais s'arrêter. Tu as cliqué sur cette vidéo pour savoir où Voyager 2 finira sa course. Et je vais te dire, mais ce que tu ne sais pas encore, c'est que la vraie question n'est pas où. C'est ce que ça révèle sur l'univers entier. Parce que la destination finale de Voyager 2, c'est peut-être le miroir le plus honnête qu'on ait jamais tenu face à nous-mêmes. Reste avec moi. Ce que tu vas apprendre dans les prochaines minutes va changer la façon dont tu regardes le ciel ce soir. Alors, laisse-moi commencer par quelque chose d'étrange. En novembre 2010 à 8, des ingénieurs de la NASA étaient assis face à leurs écrans à Pasadena, Californie, et ils regardaient des données, des chiffres, des courbes. Et à un moment précis, à un moment que personne n'attendait vraiment à cette date-là, une des courbes s'est effondrée, pas une panne, pas une erreur. Une courbe qui mesurait quelque chose de fondamental a simplement chuté, presque à zéro. Ce moment-là, c'était Voyager 2 qui quittait notre système solaire. Pas symboliquement, physiquement, réellement. Un objet construit par des humains, lancé en 1977, venait de franchir la frontière de notre bulle. La frontière au-delà de laquelle le Soleil n'a plus aucun pouvoir, aucune influence. Rien. Et ce que les instruments ont mesuré ensuite, personne n'était vraiment prêt pour ça. Mais attends, avant d'aller là, parce qu'on va y aller, je te promets, il faut qu'on règle quelque chose. Parce que la plupart des gens ont une image très précise de Voyager 2. Une image qui est, correcte sur la forme, mais complètement à côté sur le fond. Voilà ce que tu as sans doute entendu. Voyager 2 est la sonde spatiale la plus lointaine lancée par l'humanité. Faux. Enfin, presque faux. C'est Voyager 1 qui détient ce record. Voyager 2 est la deuxième sonde la plus lointaine, mais, et c'est là où ça devient vraiment intéressant, Voyager 2 est quelque chose que Voyager 1 n'est pas. Voyager 2 est la seule sonde humaine à avoir survolé les 4 planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. La seule, il n'y a pas d'autre mission qui ait fait ça. Et c'est pour ça que sa trajectoire est différente. Voyager 1 a été propulsé vers le haut du plan de l'écliptique, le plan dans lequel les planètes orbitent autour du Soleil, et il file vers ce qu'on appelle l'apex du mouvement solaire, la direction vers laquelle notre système solaire se déplace dans la galaxie. Voyager 2, lui, a pris une autre route, plus basse, plus inclinée vers le sud. Une trajectoire qui, aux yeux des scientifiques, allait lui permettre de traverser une région du milieu interstellaire que Voyager 1 ne pouvait pas atteindre. Tu vois, déjà, les deux sondes ne vivent pas dans le même univers, littéralement. Et voilà la première question que je veux poser ce soir, et j'aimerais vraiment ton avis en commentaire. Est-ce qu'on a bien fait d'envoyer Voyager 2 sur cette trajectoire, plutôt que de le lancer dans la même direction que Voyager 1 pour avoir des données comparables? Parce que les deux options avaient leur logique. Et les scientifiques se sont battus là-dessus pendant des mois. Mais continuons. Parce que la vraie histoire commence maintenant. 46 ans, 447 unités astronomiques de distance, environ 66 milliards de kilomètres depuis la Terre. Ces chiffres, je les ai lus tellement de fois qu'ils ont perdu leur sens pour moi. Et je pense que c'est normal. Le cerveau humain n'est pas câblé pour ça. Sérieusement. Notre cerveau peut visualiser 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes avec beaucoup d'efforts. Mais 60 milliards de kilomètres, ça dépasse complètement nos limites cognitives. Alors, laisse-moi essayer autrement. Si tu voulais faire ce trajet en voiture à 100 km/h, 24 heures sur 24, il te faudrait environ 75 millions d'années. Tu serais parti à l'époque des dinosaures. Les dinosaures ne seraient même pas encore apparus. Tu serais parti pendant le Trias, quand les premiers reptiles primitifs commençaient tout juste à coloniser les continents, et Voyager 2 se déplace à environ 55 000 km/h. Pas 100. 55 000. Et pourtant, ça lui a quand même pris 46 ans pour arriver où il est. Ce seul fait devrait te donner le vertige. Parce que c'est pas juste grand, c'est grand d'une manière qui rend tout le reste petit. Maintenant, l'héliopause. Tu vas entendre ce mot beaucoup dans cette vidéo et
je veux m'assurer qu'on est bien aligné là-dessus parce que c'est peut-être le concept le plus sous-estimé de tout l'univers observable. Le Soleil ne se limite pas à une boule de plasma. Il souffle constamment. Un flux de particules chargées protons, électrons, noyaux d'hélium s'échappe du Soleil dans toutes les directions à des centaines de kilomètres par seconde. On appelle ça le vent solaire. Et ce vent crée une bulle immense autour du système solaire. Une bulle qu'on appelle l'héliosphère. Pendant longtemps, des décennies entières, les astronomes ont débattu de la taille réelle de cette bulle. Certains modèles disaient qu'elle s'étendait jusqu'à 90 unités astronomiques, d'autres disaient 100, d'autres encore plus optimistes ou plus pessimistes, selon le point de vue parlait de 120. Et puis Voyager 1 a franchi cette frontière en 2012 à 120 et une unité astronomique, et 6 ans plus tard, en 2010 à 8, Voyager 2 l'a franchi à son tour. À 110 à 9 unités astronomiques, légèrement différent. Légèrement différent, ces deux mots vont revenir, parce qu'ils cachent quelque chose d'extraordinaire. Voilà ce que les instruments de Voyager 2 ont mesuré au moment exact du franchissement. La densité du plasma, les particules chargées du vent solaire, a chuté brutalement en quelques jours. Elle est passée de valeurs mesurables à presque rien. Simultanément, la densité du milieu interstellaire a augmenté, et là, un des instruments, le PLS, le Plasma Science Instrument, a enregistré quelque chose d'inattendu. La température. Dans l'héliosphère, le vent solaire a une température d'environ. Ça varie beaucoup selon la distance, mais aux alentours de 100 unités astronomiques, on parle d'environ 30 000 Kelvin pour les électrons. Chaud, très chaud. Mais juste de l'autre côté de l'héliopause, les électrons interstellaires, environ 50 000 Kelvin. Attends, 50 000 Kelvin, c'est plus chaud. Le milieu interstellaire, cet espace vide entre les étoiles, est plus chaud que le vent solaire lointain. Comment est-ce possible ? C'est là où les modèles ont commencé à grincer. Parce que les théories prédisaient une température autour de 30 000 Kelvin pour le milieu interstellaire local, pas 50 000, pas même 40 000. 50 000. Et les scientifiques ont regardé ce chiffre. Et ils ont dit ce discret est souvent le point de départ des plus grandes découvertes scientifiques. Je peux me tromper là-dessus, d'ailleurs dis-moi en commentaire ce que tu penses, mais les anomalies, les petits écarts, ça colle pas tout à fait, c'est souvent là que la physique cache ses secrets les plus profonds. Mais j'ai sauté une étape, parce que pour comprendre où Voyager 2 va, il faut comprendre ce qu'il a traversé. Quand on dit que Voyager 2 a quitté le système solaire en 2010 à 8, c'est une simplification, une grosse simplification. Parce qu'en réalité, entre l'orbite de Neptune, la dernière planète que Voyager 2 a survolée, en 1989 et l'héliopause, il y a une zone immense, hostile et fascinante. La région de terminaison, le choc de terminaison et l'héliogène, Voyager 2 a traversé le choc de terminaison, la zone où le vent solaire commence à ralentir dramatiquement en rencontrant le milieu interstellaire en 2007, à environ 4,24 unités astronomiques. Et pendant 11 ans après ça, il a navigué dans l'héliogène, cette couche turbulente, magnétiquement chaotique, où le vent solaire et le vent interstellaire se battent littéralement l'un contre l'autre. 11 ans. Dans une zone que personne n'avait jamais explorée directement avant. Et là, je dois être honnête avec toi, les données de cette période ont complètement déstabilisé les modèles existants. Le champ magnétique dans l'héliogène était beaucoup plus turbulent que prévu, les particules énergétiques se comportaient de façon bizarre. Et la frontière elle-même, l'héliopause, s'est révélée être beaucoup plus fine, beaucoup plus nette que ce que les astrophysiciens avaient modélisé. Remarquablement teint. En quelques semaines seulement, Voyager 2 est passé de dans l'héliosphère à dans le milieu interstellaire. Pas des mois, pas des années, des semaines. Et ça change beaucoup de choses sur la façon dont on comprend notre bulle. Voilà où on en est. Voyager 2 est dehors. Dans le milieu interstellaire local, dans ce que les astronomes appellent la Local Interstellar Cloud, le nuage interstellaire local, un nuage de gaz et de plasma, relativement chaud et peu dense, dans lequel notre système solaire voyage depuis environ 100 000 ans et qu'il traversera pendant encore au moins 10 à 20 000 ans. 100 000 ans. Notre système solaire se balade dans ce nuage depuis 100 000 ans et on vient juste de l'apprendre, enfin de le confirmer. Et Voyager 2 vols maintenant dans cette matière, directement, sans protection, sans bulle. Et il envoie des données à 10 à 8 heures de décalage.
18 heures pour que le signal voyage à la vitesse de la lumière depuis Voyager 2 jusqu'à nous. Ce qui signifie que quand tu regardes cette vidéo et peut-être que tu bois un café, ou que tu es dans les transports en commun, les ingénieurs de la NASA qui commandent Voyager 2 envoient une instruction et ils attendent 36 heures pour obtenir une réponse. 18 heures à l'aller, 10 à 8 heures au retour. 36 heures pour savoir si leur commande a fonctionné. C'est de la science-fiction rendue réelle. Et personne n'en parle assez. Mais maintenant la question que tout le monde pose, et à laquelle personne ne répond vraiment, où va-t-il finir? Ok, respire, parce que là ça devient vraiment vertigineux. D'abord, une vérité qu'on minimise trop souvent, Voyager 2 ne peut pas s'arrêter. Il n'y a rien pour le ralentir dans l'espace interstellaire. Il n'y a pas d'atmosphère, presque pas de matière. Le frein n'existe pas. Il va continuer jusqu'à ce qu'une force gravitationnelle suffisante le capture ou le dévie, et les forces gravitationnelles dans le voisinage interstellaire sont subtiles. Très subtiles. Alors voilà la trajectoire calculée. Et j'insiste, calculée, projetée, pas garantie. Parce qu'en astronomie, même les meilleurs modèles ont des marges d'erreur qui peuvent faire la différence entre passer à côté d'une étoile et passer très très loin d'une étoile. Dans environ 40 000 ans, laisse ça rentrer. Voyager 2 passera à environ 1,6 années-lumière de l'étoile Ross 248. C'est une petite naine rouge, discrète, dans la constellation d'Andromède. Personne n'en parle jamais. Et pourtant, dans 40 000 ans, elle sera le voisin le plus proche de Voyager 2, mais passer à proximité veut dire 1,6 années-lumière, soit environ 15 000 milliards de kilomètres. Voyager 2 ne verra pas vraiment Ross 248. Il passera juste dans le même quartier galactique, grossièrement. Ensuite, dans 296 000 ans, il approchera de Sirius. Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne depuis la Terre, à environ 4,3 années-lumière. Et après, le vide, la dérive, l'orbite galactique. Parce que Voyager 2, dans des dizaines de millions d'années, commencera à orbiter autour du centre de la Voie lactée. Comme toutes les étoiles, comme nous, il deviendra un objet de la galaxie. Pas du système solaire, pas d'une étoile, de la galaxie. Dans 500 millions d'années, Voyager 2 aura effectué environ une révolution complète autour du centre galactique. Et durant cette révolution, il aura côtoyé de loin des centaines de systèmes stellaires, aucun n'aura pu le capturer. Parce que la vitesse de Voyager 2, même après des millions d'années, sera encore trop importante pour se laisser piéger par une étoile ordinaire. Il faudrait une étoile très massive, ou une combinaison de rencontres gravitationnelles qui convergent dans la bonne direction, ce qui est peut-être possible, mais hautement improbable sur des échelles de temps humainement compréhensibles. Alors voilà, le dernier endroit où Voyager 2 atteindra jamais, c'est nulle part, et partout. Il ne s'arrêtera probablement jamais. Il deviendra un voyageur galactique éternel. Un fragment d'humanité en orbite permanente autour d'un trou noir supermassif à 26 000 années-lumière d'ici, sans jamais s'en approcher assez pour être avalé. Mais attends, parce que j'ai dit probablement, et ce mot cache quelque chose. Il y a un scénario, un seul. Un scénario que les astronomes n'aiment pas trop mentionner dans les documentaires grand public, parce qu'il est compliqué à expliquer sans sembler alarmiste. Le nuage de Oort, tu en as entendu parler. Enfin, peut-être. C'est cette immense coquille sphérique de débris glacés, des noyaux cométaires, des astéroïdes gelés, des rochers primitifs, qui entourent notre système solaire à des distances allant de 2000 à environ 100 000 unités astronomiques du Soleil. Voyager 2 se trouve aujourd'hui à environ 447 unités astronomiques, ce qui signifie qu'il n'a même pas encore commencé à entrer dans le nuage de Oort. Attends, quoi? Exactement. On dit que Voyager 2 a quitté le système solaire depuis 2010 à 8. Et c'est vrai, il a quitté l'héliosphère, la bulle de vent solaire. Mais si on définit le système solaire comme l'ensemble de la zone sous influence gravitationnelle du Soleil, Voyager 2 est encore dedans, largement dedans. Il lui faudra environ 300 ans pour seulement atteindre les limites internes du nuage de Oort, et environ 30 000 ans pour le traverser complètement. 30 000 ans, à 55 000 km/h. Ça te donne une idée de l'échelle réelle du nuage de Oort. Et ça te donne surtout une idée de l'écart entre la sonde à quitter la bulle de vent solaire
et la sonde a quitté le système solaire pour de vrai. Ces deux phrases ne veulent pas dire la même chose, et les médias les mélangent constamment. Maintenant, je veux te parler d'un problème. Un vrai problème. Pas un problème de définition, pas un problème sémantique, un problème physique concret qui est en train de se jouer en ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo. Voyager 2 est alimenté par des générateurs thermoélectriques à radioisotopes, DRTG. 3 générateurs qui convertissent la chaleur produite par la désintégration du plutonium 238 en électricité. Au moment du lancement en 1977, ces générateurs produisaient environ 460 watts. Aujourd'hui, en 2025, ils produisent environ 50 watts. 50, c'est moins qu'une ampoule à incandescence classique. Et ce chiffre diminue d'environ 4 watts par an. La NASA a déjà éteint plusieurs instruments pour conserver l'énergie restante. Le Plasma Science Instruments, celui qui a mesuré la température à l'héliopause, a été désactivé en 2024 pour économiser quelques watts supplémentaires. Dans quelques années, certains disent 2026, d'autres 2030, il n'y aura plus assez d'énergie pour maintenir les systèmes de communication actifs. Et Voyager 2 sera silencieux. Il continuera de voler, éternellement. Mais nous ne l'entendrons plus. Et ça me touche d'une façon que je ne sais pas vraiment expliquer. Parce que depuis 47 ans, cette machine nous parle, elle envoie des données, elle nous dit ce qu'il y a là-bas. Et dans quelques années, elle se taira pour toujours. Pas parce qu'elle est tombée en panne, pas parce qu'elle a été détruite, juste parce qu'elle n'aura plus assez d'énergie pour allumer une ampoule. Mais voilà où l'histoire devient vraiment troublante. Parce que les données que Voyager 2 envoie depuis qu'il a franchi l'héliopause, elles ne correspondent pas complètement à ce que les modèles prédisaient. Et je ne parle pas d'un petit écart, je parle de discordances qui ont forcé des équipes entières de chercheurs à revoir leurs fondamentaux. Premier point, la direction du champ magnétique interstellaire. Quand Voyager 1 a franchi l'héliopause en 2012, il a mesuré la direction du champ magnétique du milieu interstellaire local, et ce champ était orienté dans une certaine direction, une direction qui correspondait, à peu de choses près, avec ce que les modèles prédisaient sur la base des observations du rayonnement des étoiles lointaines. Mais quand Voyager 2 a franchi l'héliopause 6 ans plus tard, dans une région différente de la frontière, rappelle-toi, Voyager 1 est parti vers le nord, et Voyager 2 vers le sud, il a mesuré un champ magnétique orienté dans presque la même direction, quasiment identique, à environ 2 degrés près. Et là, les astrophysiciens ont dit « c'est bizarre ». Parce qu'à des endroits différents de la frontière héliosphérique, dans une région qui s'étend sur des dizaines d'unités astronomiques, le champ magnétique interstellaire devrait normalement varier un peu, montrer des perturbations locales, des irrégularités. Mais non, il est remarquablement uniforme, ce qui suggère que le milieu interstellaire local est beaucoup plus homogène que prévu, beaucoup plus lisse. Et ça, c'est soit une coïncidence extraordinaire liée aux 2 trajectoires particulières des sondes, soit une propriété fondamentale de notre voisinage galactique immédiat qu'on n'avait pas anticipé. Deuxième anomalie, et celle-là, j'ai mis du temps à la comprendre. La pression. À l'intérieur de l'héliosphère, il y a une pression. La pression du vent solaire qui pousse vers l'extérieur. À l'extérieur, il y a une pression du milieu interstellaire qui pousse vers l'intérieur, et à l'héliopause, ces 2 pressions s'équilibrent. C'est pour ça que l'héliosphère existe et maintient sa forme. Mais en combinant les données de Voyager 1 et Voyager 2, les chercheurs ont pu cartographier une chose surprenante. L'héliosphère n'est pas ronde, elle est asymétrique. Le nord, là où Voyager 1 est passé, est plus large, le sud, là où Voyager 2 est passé, est plus étroit d'environ 12 unités astronomiques. Pourquoi ? La meilleure explication actuelle, le Soleil se déplace dans le milieu interstellaire dans une direction spécifique. Et cette direction crée une sorte d'onde de choc en avant et une traîne en arrière, comme une comète, ce qu'on appelle l'héliotaille. Mais les modèles les plus récents, basés notamment sur des données du télescope IBEX, qui mesure les particules neutres venant de toutes les directions, suggèrent que la forme réelle de l'héliosphère est encore plus complexe que ça, plus croissonnesque. Je veux dire, plus croissant comme la forme d'un croissant de lune que sphérique. Et si c'est vrai, si l'héliosphère est vraiment croissant-shaped, alors nos modèles de protection contre les rayons cosmiques qui bombardent constamment notre système solaire depuis le reste de la galaxie, sont tous faux.
faux à des niveaux fondamentaux. Et ça, pour l'astrobiologie, pour la question de la vie dans l'univers, c'est une implication énorme. Parce que si notre bouclier naturel contre les radiations galactiques est beaucoup moins efficace que prévu, qu'est-ce que ça dit sur la capacité des systèmes stellaires à protéger leur planète? Et donc, leur forme de vie éventuelle? Je fais une pause ici, parce que je veux qu'on prenne le temps de réaliser quelque chose. Tout ce que je viens de te raconter, la température inattendue du milieu interstellaire, l'asymétrie de l'héliosphère, la forme peut-être en croissant de notre bulle, tout ça, on ne le savait pas il y a 20 ans. Pas parce que les scientifiques n'étaient pas assez intelligents, mais parce que on n'avait tout simplement aucune façon de le mesurer directement. Voyager 2, une machine lancée en 1977, avec une technologie qui est littéralement moins puissante que ta montre connectée, est le premier objet humain à nous avoir donné des données directes sur le milieu interstellaire, pas des modèles, pas des simulations, des données, et ces données ont immédiatement remis en question une partie de ce qu'on croyait savoir. C'est ça, la science, pas la certitude. Le doute productif, maintenant. Parlons d'un truc dont on parle presque jamais dans ce contexte. Le disque d'or. Voyager 2 comme Voyager 1 emporte à son bord un disque en cuivre plaqué d'or. Un enregistrement. Une sorte de capsule temporelle cosmique, 2 heures et 55 minutes de sons et de musique humaine. Des salutations en 55 langues, des sons naturels de la Terre, vent, pluie, surf, oiseaux, baleines, des extraits musicaux allant de Bach à Chuck Berry, en passant par le gamelan javanais, et des chants pygmées, et des images. 115 images encodées sous forme de signaux électroniques. Des images de la Terre, des humains, des animaux, des plantes, de la science, de la vie quotidienne. Il y a des instructions pour lire le disque. Des instructions en langage universel basées sur les propriétés physiques de l'hydrogène, l'élément le plus commun de l'univers pour qu'une intelligence extraterrestre potentielle puisse comprendre comment décoder le contenu. Et pendant que Voyager 2 file vers le vide interstellaire, ce disque est là, accroché à son flanc, attendant une intelligence extraterrestre qui intercepterait Voyager 2 dans, disons, 1 million d'années, en supposant que Voyager 2 survive intact, ce qui est peut-être probable, mais pas impossible. Dans le vide quasi parfait de l'espace interstellaire pourrait jouer ce disque, et entendre Bach, et entendre les baleines, et entendre des enfants rire. C'est à la fois la chose la plus belle et la plus poignante que l'humanité ait jamais faite, une bouteille à la mer cosmique, sans adresse, sans garantie, sans espoir raisonnable d'arriver un jour entre les bonnes mains, juste une offrande à l'univers. Carl Sagan, qui a supervisé la création du disque d'or, a dit quelque chose qui me hante depuis que je l'ai lu pour la première fois. Il a dit que ce disque est un message d'amour lancé dans l'immensité de l'espace. Un message d'amour dans l'immensité de l'espace. Mais voilà le problème, le vrai problème. Même si une civilisation extraterrestre interceptait Voyager 2 dans des millions d'années, dans des milliards d'années, les chances qu'elle puisse retrouver l'origine de la sonde sont minimes. Pourquoi ? Parce que le Soleil, d'ici là, aura changé de position dans la galaxie, parce que les étoiles se déplacent, parce que dans 500 millions d'années, la carte stellaire que les ingénieurs de la NASA ont gravée sur le disque pour indiquer la position de la Terre sera obsolète. Les pulsars utilisés comme repère parce que les pulsars ont des fréquences de rotation si précises qu'ils servent d'horloge cosmique auront ralenti, changé de fréquence, certains se seront éteints. Alors Voyager 2 portera ce message pour l'éternité. Mais peut-être que personne ne pourra jamais retrouver l'expéditeur. C'est la première lettre d'amour de l'humanité à l'univers. Et elle est presque certainement perdue à jamais. Ok. Changement de perspective. Parce que je veux te parler de quelque chose que j'ai trouvé dans une étude publiée en 2019 par une équipe de chercheurs de l'université de Boston, et je peux me tromper sur l'université. Exact, d'ailleurs. Corrige-moi en commentaire si tu as la source précise. Une étude qui a essayé de modéliser le voyage de Voyager 2 dans le milieu interstellaire local sur une échelle de millions d'années. Et ce qu'ils ont trouvé est déstabilisant. Dans environ 2 millions d'années, Voyager 2 devrait se trouver quelque part entre les bras de Persée et du signe de la Voie lactée, dans une région de la galaxie légèrement différente de la nôtre, une région avec une densité stellaire un peu plus élevée que notre banlieue galactique actuelle, ce qui signifie que les probabilités d'une rencontre gravitationnelle significative, pas un impact,
juste une déviation de trajectoire causée par le champ gravitationnel d'une étoile passante augmente, et si Voyager 2 est dévié vers où? C'est là où ça devient philosophiquement vertigineux. Personne ne sait. Il n'y a pas de réponse. Il y a des probabilités, des distributions statistiques, des simulations Monte-Carlo, mais pas de certitude. Et c'est pour ça que la question où Voyager 2 finira-t-il n'a pas vraiment de réponse. La vraie réponse est quelque part dans la Voie lactée. Pour des milliards d'années, peut être pour toujours. Ce peut être pour toujours, c'est ce que j'appelle le dernier endroit. Pas une coordonnée, pas une étoile précise, mais la dérive éternelle elle-même. Il y a une théorie, et c'est une théorie, je veux pas l'oversell, qui dit que dans environ 5 milliards d'années, quand le Soleil deviendra une géante rouge et avalera les planètes intérieures, Voyager 2 sera quelque part à des dizaines de milliers d'années-lumière de là, complètement ignorant, continuant sa route. Et quand la Voie lactée et Andromède entreront en collision dans environ 4,5 milliards d'années et formeront une nouvelle galaxie qu'on appelle parfois Milkomeda, Voyager 2 peut être éjecté. Propulsé hors de la galaxie par les forces gravitationnelles titanesques de cette collision, éjecté dans le vide intergalactique. Dans un espace où la prochaine étoile est à des millions d'années-lumière, où il n'y a vraiment rien, absolument rien, pendant des temps cosmiques. Et si ça arrive, si Voyager 2 est éjecté dans le vide intergalactique, alors son voyage vraiment éternel commence sans étoiles pour exercer leur gravité, sans structure galactique pour le courber. Juste l'expansion de l'univers lui-même, parce que l'univers s'étend, et dans des milliards d'années, si le mouvement de l'énergie noire continue et tout, indique que oui, les galaxies s'éloigneront les unes des autres à des vitesses de plus en plus grandes, jusqu'à ce que chaque galaxie soit seule dans son coin de l'univers observable. Et Voyager 2, perdu quelque part dans le vide, irait nulle part, parce qu'il n'y aurait plus vraiment de quelque part à atteindre, c'est le scénario ultime, la destination finale ultime, pas une planète, pas une étoile, l'expansion elle-même. Mais voilà quelque chose que personne ne mentionne quand on parle de Voyager 2. Pense à l'univers observable. L'univers observable a un diamètre d'environ 4,23 milliards d'années-lumière. C'est l'espace que la lumière a eu le temps de traverser depuis le Big Bang pour nous atteindre. Il y a des centaines de milliards de galaxies là-dedans. Chaque galaxie contient des centaines de milliards d'étoiles. Et Voyager 2, ce minuscule objet de 810 à 8 kg, de la taille d'une voiture, construit avec la technologie des années 70, a quitté notre système solaire. Il a traversé la frontière de notre bulle. Et il est maintenant dans le vrai univers. Pas le système solaire, pas l'héliosphère, l'univers, celui des étoiles, des galaxies, du milieu interstellaire, du fond diffus cosmologique. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans cette idée. Qu'un objet aussi petit, fait par des créatures aussi petites sur une planète aussi petite, ait réussi à franchir le seuil comme un enfant qui quitte la maison pour la première fois. Sauf que la maison, c'était notre système solaire, et le monde extérieur, c'est l'univers entier. Et maintenant, je vais te poser une question, pas rhétorique. Vraiment, est-ce qu'on devrait lancer d'autres sondes interstellaires? Il y a des projets. Vraiment, le projet Breakthrough Starshot veut envoyer des nanosondes à la vitesse de 20% de la vitesse de la lumière grâce à des voiles solaires propulsées par des lasers vers Alpha Centauri. Le système stellaire le plus proche, à 4,2 années-lumière, 20 ans de voyage, contre 70 000 ans pour Voyager 4 avec sa technologie actuelle. Mais ces nanosondes n'auraient pas d'instruments vraiment comparables à ceux de Voyager 2, elles seraient minuscules, à peine quelques grammes. Alors est-ce qu'on a besoin d'une vraie sonde interstellaire de nouvelle génération? Une sonde conçue spécifiquement pour explorer le milieu interstellaire, pas juste y passer par accident? La NASA a étudié le concept, plusieurs fois. Un projet baptisé Interstellar Probe a été sérieusement évalué dans les années 2010 et 2020. Une sonde qui pourra atteindre 500 unités astronomiques en 50 ans, avec des instruments modernes, avec une puissance et une résolution incomparablement meilleures que Voyager 2. Mais le budget, c'est une autre histoire. Et cette sonde n'a jamais été approuvée. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses qu'on devrait prioriser ce genre de mission? Ou est-ce que les ressources devraient aller vers Mars, vers la Lune, vers des missions plus proches? Il n'y a pas de bonne réponse. Mais la question mérite d'être posée. Voilà maintenant quelque chose dont tu n'as peut-être jamais entendu parler. Et c'est pourtant fascinant.
l'anomalie de Voyager. Dans les années 2000, avant qu'on comprenne exactement la dynamique de l'héliosphère, les ingénieurs de la NASA ont remarqué quelque chose d'étrange dans la trajectoire de Voyager 2 et de Voyager 1 et de Pioneer 10 et 11, deux autres sondes lancées dans les années 70. Ces sondes accéléraient légèrement, très légèrement, une accélération minuscule vers le Soleil qui ne correspondait à aucune force connue. Ce phénomène s'appelait l'anomalie Pioneer, et pendant des années, ça a été un mystère. Certains chercheurs ont proposé des physiques nouvelles, des forces inconnues, des modifications de la gravité à grande échelle. Finalement, la solution s'est révélée être beaucoup plus banale, mais tout aussi fascinante, la pression de radiation thermique. Les sondes elles-mêmes émettent de la chaleur, leur RTG rayonne de l'énergie, et cette énergie, quand elle est émise de façon asymétrique, crée une toute petite poussée. Toute petite, mais mesurable sur des décennies. Ce n'était pas une nouvelle physique. C'était de la thermodynamique classique, appliquée avec une précision extraordinaire. Mais, et c'est le point crucial pendant plusieurs années, l'anomalie Pioneer a fait croire à une partie de la communauté scientifique qu'il pouvait exister une physique au-delà de Newton et Einstein, une physique cachée dans les confins du système solaire. C'était faux. Cette fois-là, mais le fait que la question ait été sérieusement posée, c'est révélateur. Ça montre à quel point nos certitudes peuvent être fragiles dans les régions où les sondes comme Voyager 2 explorent. Et dans ce contexte, le contexte de l'incertitude scientifique, je veux te parler d'une chose qui me fascine personnellement. On ne sait pas ce qu'il y a au-delà du nuage de Oort. Enfin, on le sait en théorie. En théorie, au-delà du nuage de Oort, il y a le milieu interstellaire, le vide entre les étoiles, et dans 100 000 ans environ, Voyager 2 sera clairement, définitivement, irrévocablement sorti du système solaire dans tous les sens du terme, mais entre la limite externe du nuage de Oort à environ 100 000 unités astronomiques et l'étoile la plus proche à environ 268 000 unités astronomiques, qu'est-ce qu'il y a exactement ? Des comètes errantes. Être des planètes rogues, des planètes expulsées de leur système stellaire qui dérivent dans l'espace interstellaire sans étoile haute. Des nuages de gaz très dilués, du champ magnétique interstellaire, et peut-être d'autres choses qu'on ne soupçonne même pas. Parce que cette région entre les sphères de Oort des étoiles voisines n'a jamais été explorée par personne. Jamais. Dans toute l'histoire de l'astronomie, Voyager 2 va traverser une partie de cet espace dans des millénaires, et il n'aura plus d'instruments actifs pour mesurer quoi que ce soit. On va rater ça. On va complètement rater la traversée de la zone la moins connue du voisinage solaire, parce qu'on aura éteint la sonde des décennies auparavant. C'est un des regrets silencieux de la communauté scientifique, une opportunité manquée par contraintes budgétaires et technologiques. Je veux finir par quelque chose de différent, quelque chose de plus personnel. En 1977, l'ingénieur en chef de la mission Voyager, John Casani, a glissé un message dans les archives de la NASA. Un message non officiel, une sorte de note personnelle sur ce que ça signifiait de lancer ces sondes. Il a écrit que lancer Voyager, c'était comme lancer une partie de l'humanité dans l'univers. Pas juste une machine, une intention. L'intention d'explorer, d'aller voir, de savoir. Et je pense que c'est ça, le vrai dernier endroit où Voyager 2 atteindra jamais. Pas une coordonnée galactique, pas une rencontre avec une étoile dans 40 000 ans, mais la limite de notre intention, parce qu'un jour dans des milliards d'années, ou peut-être bien avant si le Soleil nous surprend, l'humanité n'existera peu, être plus, et Voyager 2 continuera de voler, portant notre musique, portant nos voix, portant la photo de la Terre vue depuis Saturne, la photo que Carl Sagan avait demandé à prendre en 1990, quand Voyager 1 était à 6 milliards de kilomètres, cette photo où la Terre n'est qu'un point pâle bleu dans l'immensité du noir. Un point pâle bleu. Sagan avait dit, et je paraphrase parce que ces mots exacts sont protégés, mais l'idée est là que cette photo nous force à nous demander si nous avons vraiment les moyens de nous faire du mal les uns aux autres. Si, sur ce point minuscule, nous pouvons vraiment justifier toutes nos violences, toutes nos guerres, toutes nos prétentions à la grandeur, Voyager 2 emporte cette question. Littéralement, dans le vide. Et la réponse, elle flotte quelque part entre les étoiles, à 55 000 km/h depuis 47 ans. Alors, où finira Voyager 2 ? Nulle part.
que nous puissions nommer, nulle part que nous puissions voir. Dans une région de la galaxie qui n'existe même pas encore dans notre référentiel de connaissances, il finira là où notre curiosité n'a plus les moyens de le suivre. Et c'est peut-être la définition la plus honnête de l'infini que l'humanité ait jamais produite. Pas une équation, pas une théorie, une sonde de 810 à 8 kg, lancée par une fusée qui pèse à peine 700 tonnes, et qui vole encore. Ce mystère n'est pas une exception dans l'histoire de l'exploration humaine, c'est le cœur de cette histoire. Nous avons toujours envoyé des objets des bateaux, des sondes, des signaux vers des horizons que nous ne pourrions jamais atteindre nous-mêmes. Et quelque chose, dans cette démarche-là, dit quelque chose de fondamental sur ce que nous sommes. Peut-être que le dernier endroit où Voyager 2 atteindra jamais, c'est la preuve que l'humanité, au moins une fois, a regardé l'infini et a dit « on y va quand même ». Voilà. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, laisse un commentaire, même juste un mot. Et si j'ai fait une erreur scientifique sur les chiffres, sur les trajectoires, sur les dates, corrige-moi sans hésiter, c'est comme ça qu'on avance. À la prochaine.